Bienvenue dans Charge Positive, le podcast qui vous aide à recalibrer vos intuitions et à entrevoir des futurs optimistes parfois bien cachés derrière des peurs ou des idées reçues trop souvent fausses. Il est facile de perdre de vue que nous sommes à un âge d'or de l'humanité et plus encore d'imaginer que le plus beau reste à venir. Avec mon ami Martin Charpentier, passionné de tech et entrepreneur depuis une douzaine d'années, ainsi que mon ami Tim Soré, créateur du studio de jeux vidéo Hot Tales, nous avons décidé de vous parler de tous ces sujets qui nous passionnent. Quant à moi, je suis Benjamin Code, youtubeur tech, développeur web, et j'ai l'immense plaisir d'être votre hôte pendant ce podcast hebdomadaire qui nous tient tant à cœur. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Et bonjour les gars, nous revoilà après l'épisode sur l'Europe, où on a parlé de plein de choses. Salut Benjamin. Ravi d'être de retour. Ouais, ravi. Salut Martin. On a parlé de l'Europe la dernière fois, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus fantasque, un peu moins bien défini, avec un peu moins d'historique que notre très très vieille Europe, donc avec nécessairement un peu moins de choses à dire dessus, mais tout de même pas mal de choses intéressantes. On va parler aujourd'hui du Founder Mode. Exactement. Founder Mode qui a été évoqué dans un essai de Paul Graham, l'un des plus grands penseurs du monde des startups. J'ai pas peur de le dire, hein. Vous êtes d'accord avec ça ou pas d'ailleurs ? Complètement. Qui introduit un concept nouveau du coup de gestion d'entreprise qu'il appelle le Founder Mode. Et ce mode de gestion, ça se distingue un petit peu de la gestion traditionnelle qui a tendance à être hiérarchisée et managériale, en remettant le founder au centre des décisions stratégiques et opérationnelles de l'entreprise. Et ce, même après qu'elle ait grandi potentiellement très fortement. Est-ce que ça c'est possible ? C'est quoi le genre d'avantage qu'on peut avoir à ce nouveau Founder Mode ? C'est des questions qu'on va aborder ici, quoi. Et si tu veux que je revienne très rapidement pour ceux qui nous écoutent sur qui est Paul Graham, c'est un entrepreneur, investisseur et essayiste et surtout il est giga connu pour être le cofondateur de Y Combinator, qui est un incubateur de start-up, littéralement incontournable, hein, qui a donné naissance à Airbnb, Dropbox, Stripe, Reddit, donc globalement parmi les startups les plus influentes aujourd'hui. Tu sais que ce truc Y Combinator, de par ma déformation professionnelle de youtubeur, j'ai toujours prononcé youtubeur combinator dans ma tête. Le Y, ça a toujours été YouTube. Voilà, cerveau de régénéré. C'est très égocentrique comme vision des choses, Ben. Oui, excuse-moi, déformation professionnelle, c'est tout. Ok. Ouais, et puis ouais, au-delà de ce qu'il sait faire, je trouve qu'il a une vision assez non conventionnelle et assez audacieuse sur la manière dont les entreprises elles doivent être dirigées. Et ça a vraiment été quelqu'un avec une influence énorme dans la Silicon Valley. Faut bien comprendre que tout l'écosystème des investisseurs et du venture capital dans la Silicon Valley a été influencé par ce que Paul Graham a écrit. Son blog, il est extrêmement connu, vous devriez jeter un œil, Paul Graham. C'est le site le plus basique du monde, j'aime bien. C'est vraiment 3 rubriques, on dirait un site des années 90, 3 rubriques à gauche, du texte noir sur blanc. Mais chaque essai est d'une densité, c'est assez dingue. À chaque fois, il y a quelques paragraphes et ça te met un point dans la gueule sur tous les sujets. C'est assez impressionnant sa capacité à écrire de façon extrêmement claire et concise. Et donc, j'apprécie beaucoup. Ouais, donc, il est très connu pour ça et très réputé pour prendre une idée très complexe et te l'expliquer avec très peu de mots de la manière la plus efficace possible. Ça, il est très, très suivi pour ça, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est distillé, tu sais, qui s'est vulgarisé des concepts. Mais je pense qu'en plus de ça, il ose aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui prend des concepts qui existent déjà ou qui sont déjà connus. C'est quelqu'un aussi qui va peut-être parfois un peu à contre-courant et qui lance des conversations comme ça. Et je pense que le Founder Mode en est un. Ça a démarré tout un feu de joie sur Twitter derrière, de conversations dans tous les sens. Est-ce qu'il faut Founder Mode ou pas ? Est-ce que c'est du bullshit ? Est-ce que c'est vrai ? Donc c'est assez intéressant. C'est un disrupteur d'idées en fait. C'est cool d'avoir des gens comme ça qui ont le crédit nécessaire pour mettre un gros coup de pied comme ça dans la conception des choses et dire bon ben voilà, nouvelle idée, allez débattez là-dessus les amis. C'est un peu le Da Vinci des temps modernes et voilà, ça promet d'être passionnant. On dit Da Vinci ou Da Vinci ? Vinci. Je dirais Da Vinci personnellement, mais vous avez tous fait italien seconde langue, qu'est-ce que vous me faites là ? Parfois mec, tu faisais que dire Mario Draghi. Et là, il faut dire Da Vinci. Bon, sois cohérent, mec. J'apprécie cette reprise. T'as raison, Martin, t'as raison. À charge de revanche, mais t'as raison. Donc, pour tous les Italiens qui nous écoutent, Da Vinci des temps modernes, c'est Paul Graham. Et donc, je vous propose qu'on découvre un petit peu son idée du Founder Mode sur une étude de cas, en fait, et qui concerne Airbnb,
ainsi que son sulfureux fondateur. Brian Chesky. Qui veut se lancer? En fait, Paul Graham, il a commencé cet essai sur le Founder Mode parce que c'est Brian Chesky en vrai qui a apporté l'idée. Il a coin ce word, comme on explique, il a coin cette expression, c'est-à-dire que c'est lui qui il a apporté, il a amené ça lors d'une conférence, il me semble, il y a pas longtemps, et du coup, ça a vraiment inspiré Paul Graham pour lancer ça. Et dans lequel il disait qu'en fait, il y a deux façons de voir les choses, deux façons de manager une boîte. Il y a le founder mode, c'est-à-dire comme si on était un fondateur, et versus le manager mode dans lequel on manage. Et malheureusement, les fondateurs sont souvent sous pression au fur et à mesure que leur boîte croisse. Ils sont sous pression de se professionnaliser et d'embaucher des professionnels, des managers experts, des CFO et des CTO, etc., etc. Et c'est pas forcément c'est pas tout le temps fructueux, on va dire. Ça arrive parfois que la boîte se perde en route, ou que la boîte, voire même perde sa substance, ou son originalité, ou ce qui la rendait unique. Du coup, Airbnb qui a été développé comme à l'ancienne, enfin en mode managérial, du coup. Pas tout à fait. Ça a été Airbnb, ça a été typiquement une start-up très dynamique, très créative. Voilà. C'est que ensuite que le modèle managérial s'est imposé avec une structure beaucoup plus rigide, beaucoup plus Traditionnel, hiérarchisé, traditionnel, exactement. avec du managering à toutes les étapes, et avec le founder qui, petit à petit, se mêle de moins en moins de ce qui se passe aux étages du dessous, en fait. Et donc, perd ce côté founder. Ce qui se passe, c'est que assez souvent, quand tu dois professionnaliser ta boîte, on te demande de déléguer, et donc en fait, on te demande de mettre des intermédiaires entre toi et les couches inférieures, entre guillemets, c'est-à-dire tous tes directeurs. En gros, tu t'es plus censé te mêler de ta boîte au jour le jour ou des détails. Et ça a l'air smart, dit comme ça, hein, mais c'est vrai que ce qui se passe du coup, c'est que ta boîte, tu peux introduire de la friction. Parce que tu introduis un petit peu des couches supplémentaires, en fait, qui font que et les couches supplémentaires, elles ont un coût, parce que ça veut dire que l'information, des fois, ne passe pas, elle est filtrée entre-temps par des managers professionnels, du coup, qui, par exemple, vont parfois éviter de rapporter les mauvaises news, ou vont parfois tourner la chose de façon à évincer un tel ou un tel. Donc, en fait, c'est pas la meilleure façon d'avoir les insights directs dans son entreprise. C'est-à-dire que pour savoir vraiment où on est sur son entreprise, il faut aller piocher un peu partout l'information, où elle est, demander aux gens à tous les niveaux quels sont les problèmes, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et si on se contente d'attendre que les managers nous rapportent, généralement on a une version aseptisée en fait de la réalité, une version qui n'est pas forcément calibrée sur ce qui se passe réellement. Et donc ça nous aide pas en tant que founder à prendre les meilleures décisions. Et donc, est-ce que c'est ce qui s'est passé avec Brian Chesky aux commandes de Airbnb, après avoir eu un début super spectaculaire, une fois que l'entreprise a vraiment grossi fortement? Il est arrivé dans cette espèce d'état de fait, un peu de société trop hiérarchisée, et là, Airbnb ne fonctionne plus à ce moment-là, c'est ça? Ça, c'est en train de se péter la gueule à ce moment-là? Ça se pète pas nécessairement la gueule, mais tu perds de la croissance, tu perds de l'attractivité, tu perds de la valorisation. Chaque IPO de grosse startup, quand Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, est rentré en IPO, c'était en peut-être 2013, 2014, je me souviens plus, ou peut-être un peu avant, 2012. Si tu veux, l'action a dégringolé, ils ont mis du temps avant de retrouver des nouvelles pistes de la créativité, aller se focaliser un peu sur tout ce qui est AR, VR, etc. Maintenant, aujourd'hui, ils font partie des leaders en AI, mais c'est des cycles en fait. Si tu veux, tu peux pas avoir une boîte, selon moi, qui va tourner 100% en founder mode. Elle va tourner en founder mode au début, elle va passer en mode managérial, puis ça va pas, donc on rappelle éventuellement le founder, ou on essaie de mettre quelqu'un qui est beaucoup plus créatif à la place. Le cas Apple, c'est 100% ça. Steve Jobs, à un moment donné, il a été complètement... il est sorti de la boîte, on l'a sorti de son poste de CEO, malgré de nombreux talents et un setup de base super bien, ça a pas fonctionné, il a dû revenir, tu vois. Et puis lui, il avait des modes de management giga bizarres. Genre par exemple, je crois qu'il prenait, je sais pas si c'était tous les ans, mais il prenait 100 personnes
dans la Ouais. boîte, qui l'amenait genre en séminaire ou en sorte d'off-site, sauf que ces 100 personnes, c'était pas nécessairement les 100 personnes qui avaient le niveau hiérarchique le plus élevé. Il prenait ceux qu'il estimait être les plus efficaces, ou en tout cas étant les plus producteurs de valeur pour la boîte. Et ça, tu vois, c'est typiquement un move un petit peu zinzin que seul un founder peut faire, tu vois. Euh, Moi, si je peux vous parler de mon expérience entrepreneuriale, j'ai créé ma boîte en 2014, ma boîte de service. On est monté jusqu'à 30, 35 personnes. Ça m'a pris 6 ans de tout setup et d'être derrière et de micromanager, d'être derrière chaque aspect de mon entreprise. Que ce soit la prospection, que ce soit la gestion comptable, ça veut pas dire que je faisais tout, mais c'est vrai que j'étais pénible, quoi. Tu vois, j'étais derrière tout le monde, j'étais jamais content et je voulais toujours faire les choses out of the box. Ce qui fait que ben ma boîte, elle a quand même pas mal marché. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à structurer l'entreprise avec un managing director, avec une direction financière, etc. Et ça marchait bien. Sauf que là, en l'occurrence, très récemment, à partir de l'année dernière, on traverse une période de crise, alors qui est aussi contextuelle au fait qu'en ce moment, les taux sont très bas. Moi, je travaille principalement sur des budgets innovation. Donc, les taux, pardon, sont pas bas. Les taux sont très élevés. Donc, les entreprises ont du mal à se financer. Donc, elles ont du mal à allouer des budgets à l'innovation. Et donc, ben, on galère. Et là, tous mes associés, ils me rappellent et ils me disent, mec, tu reviens et tu te remets derrière chaque aspect de la boîte. Et du coup, je repasse un peu en founder mode, tu vois. Donc, Hmm. je pense que c'est pas un. euh, C'est pas, les c'est deux des. s'excluent pas. C'est des Ouais, cycles. je Ouais. pense. Mhm. Je pense que tu peux pas run une boîte en founder mode à l'infini. Ouais. En tout cas, une startup, tu vois. Mhm. Je pense que c'est des cycles. Et donc ce cycle, on l'a eu avec Apple, avec Steve qui est revenu, avec Brian Chesky qui a repris du coup les rênes à un moment donné de chez Airbnb en refaisant du founder mode récemment là. Enfin, je sais pas exactement. C'était quand d'ailleurs récemment? Je me trompe peut-être. Je n'ai pas les dates en tête, mais enfin, on sait que c'est arrivé. C'est comme, Ouais. c'est, c'est plus que, en fait, je pense que ce qui se passe généralement quand on veut rappeler un founder, et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver Martin, c'est que un founder, c'est un peu quelqu'un qui a le pouvoir de couper dans toute la hiérarchie, d'aller, d'aller, il n'est pas tenu à son rôle et dans son cadre. Le founder, il a le droit de toucher à tout, dans tous les milieux, dans tous les domaines. Il a le droit de mettre le nez, d'aller regarder. Je pense que c'est ce qu'on attend d'un founder, c'est c'est d'être en fait d'être all-in quoi. Il y a pas de, il y a rien qui est hors de son périmètre, à mon avis. Alors qu'un CEO professionnel, comme je sais pas dans des boîtes comme Air France ou des choses comme ça, je sais pas, ça m'étonnerait que le CEO s'intéresse au logo de la boîte ou à son site web ou des choses comme ça. Généralement, ils vont voir des rapports, des présentations, ils vont confirmer ceci ou cela, mais c'est pas Mm. forcément des gens qui ont une vision. D'accord, pas d'accord. Ok, vas-y. Si tu prends le cas, alors bon, j'ai un petit kink, je vais l'admettre ici. J'aime beaucoup les avions, et en particulier les avions de chasse. Je trouve ça des machines Ouais, tu incroyables parles de qui me Dassault rendent qui est en complètement Thunderman. zinzin. Hein? Tu parles de Dassault qui lui est en Thunderman. Mais mec, tu spoil, c'est ça, mec, c'est mon moment et tu me spoil, mais J'avoue, insupportable. tu l'as cassé son château de sable la team là. Putain, Tu as j'avoue, crabouillé. t'es un gamin. Mais Et vas-y. en effet, bah, si tu veux, alors je suis pas expert de ça. Et d'ailleurs, il y a une super chaîne que je recommande qui s'appelle Jumpseat Aerobuzz sur YouTube qui font des podcasts et que je regarde ça, j'adore. Et justement, Dassault, c'est typiquement un mec en mode founder mode quoi. Quand il y a eu le projet de faire un fighter européen qui est le Typhoon, qui était un projet qu'il estimait, je pense, un peu merdique. Ils ont continué de développer de leur côté tout ce qui était le projet Rafale. Et quand tu écoutes l'histoire qui est très bien racontée dans les podcasts de ces mecs-là, tu vois que le mec était vraiment en mode non mais on s'en bat les couilles, on va faire une aile delta comme ça, on va pas du tout suivre les modèles américains, voilà on va essayer de faire notre truc à nous, qui est un chasseur hybride entre troisième et quatrième génération. Et ils l'ont fait, et aujourd'hui, bah, ça se vend comme des petits pains, tu vois. Donc je pense que ouais, c'est un truc que tu peux retrouver partout. Et encore une fois, c'est pas forcément adapté à toutes les boîtes et à tous les stades de développement des entreprises, tu vois.
Et peut-être qu'à l'heure actuelle, en ce moment, Dassault, qui est plutôt à profiter de la commercialisation du Rafale, a plutôt intérêt à être en mode management en founder mode, quoi. Ouais, en fait, c'est des étapes. Il y a des moments où tu as besoin d'être un peu disruptif et de bouger plein de choses dans la boîte, et d'autres moments où tu as plus besoin de faire de la prod et où c'est un peu plus tranquille et peut-être que. Je suis pas sûr que ce soit une question de séquence. À mon avis, c'est une question d'équilibre, en fait. Je pense qu'il y a besoin d'une tension toujours entre le visionnaire un peu fou et le manager qui regarde les comptes et qui gère la boîte au millimètre. Donc, il y a besoin un peu des deux. Il y a besoin d'avoir cette tension-là. C'est important. C'est comme au cinéma, il y a un réalisateur et il y a un producteur. Le producteur, il est là pour regarder le schedule, l'agenda, le budget, être sûr que tout rentre dans les clous. Et le réalisateur, lui, il va essayer de pousser sa vision le plus loin possible. Donc, il y a toujours cette tension qui est assez nécessaire. Mais si tu veux, des fois, les boîtes, je sais pas, on peut retourner à Apple, pour moi, c'est quand même l'exemple le plus parlant et c'est celui qui a, pour moi, tout bousculé dans la Silicon Valley. Quand Steve Jobs, il crée Apple à l'époque, bah voilà, c'est un gamin, il a 25-26 ans, du coup, pour se professionnaliser, il va décider de prendre John Sculley. Et John Sculley, c'est le boss un des directeurs de Pepsi à l'époque. Et Jobs d'ailleurs lui dit un truc assez intéressant pour le récupérer parce que au début le mec n'est pas très chaud, tu vois. Il se dit ouais bon, je suis dans cette grosse boîte, pourquoi j'irais faire ce petit truc d'électronique et tout. Mais Jobs il lui a dit écoute mec, est-ce que tu veux continuer à vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou est-ce que tu veux changer le monde? Et c'est comme ça qu'il a eu John Sculley qui est venu en mode manager professionnel. Mais John Sculley, c'est lui qui l'a trahi après plus tard. Il a trahi Steve Jobs il a pris le board à son côté pour le virer quelques années plus tard. Ouais, c'est ce dont je parlais juste avant. Voilà. Et donc, c'est le fameux exil de Steve Jobs qui se retrouve avec des sous, du coup, certes, mais sans son bébé, quoi. Et peut-être tant mieux pour nous, parce en attendant, du coup, il a fait Pixar, juste au passage. Avant de retourner à Apple plus tard, finalement, le board des années plus tard le supplie de revenir parce que Apple s'est complètement perdu, fini avec une ligne de 400 produits différents, avec des noms improbables. Voilà, et Jobs est revenu, il a remis de l'ordre dans tout ça, il a remis du focus sur ce qui comptait. Et donc c'était important, mais tout ça pour montrer voilà, John Sculley, pour moi, c'est typiquement le manager qui est venu, qui a dit faut tout professionnaliser, et puis ça a pas mal foutu la merde. Un autre exemple qu'on peut avoir, c'est Unity, par exemple. Unity, le moteur de jeux vidéo, il y a Unreal Engine et Unity Engine. Unity, c'est ce sur quoi je fabrique mon jeu à moi. Et Unity, avant, c'était une boîte assez indé, fait par des 3 founders qui étaient ensemble. Et ils ont mis des professionnels à la tête. Ils ont mis notamment John Riccitello, qui est à la base le mec qui a foutu la merde dans EA, Electronic Arts, vous savez, EA Sports and the Game, le fameux truc quand vous lancez FIFA à chaque fois. Donc, ouais, ils ont mis un professionnel, John Riccitello, parce qu'ils se sont dit, ouais, nous on est tout petits, on n'a pas d'expérience, mets-toi un pro. Et ce mec-là les a emmenés droit dans le mur. C'est-à-dire que moi j'ai failli sortir un blog post gigantesque pour le faire sortir, pour essayer de mettre la pression, de lancer un hashtag Fire John Riccitello, parce que ce mec était en train de couler le moteur que j'utilisais. Et heureusement, là, il vient de se faire jeter il y a 6 mois. Et ça y est, il y a un nouveau founder qui est arrivé, qui est en train de recentrer la compagnie à nouveau. Donc comme quoi, voilà, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, on voit bien aussi Steve Jobs. Depuis sa mort, il y a Tim Cook. Et Tim Cook, c'est le manager parfait. Le mec, c'est un manager au millimètre. Tout est nickel, tout est dans les temps, tout sort comme il faut. Mais mine de rien, c'est aussi qu'Apple, depuis, a du mal à sortir des vrais, gros projets et à les rendre universels comme Steve Jobs a réussi avec l'iPod, avec l'iPad, avec le Mac, avec le nouveau macOS à l'époque. Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, ils ont fait l'Apple Vision Pro. C'est pas devenu un gigantesque carton. L'Apple Car, ils ont bossé dessus pendant 12 ans, ils n'ont pas réussi à le faire. Voilà, enfin, il manque un founder chez Apple aujourd'hui. Et peut-être celui qui est resté, c'était Johnny Ive, le designer en chef d'Apple, mais qui depuis est parti, et d'ailleurs qui depuis collabore avec OpenAI sur du hardware, justement. Donc, c'est vrai que chez Apple, maintenant, bah ouais, on est dans une boîte plutôt de manager. Et ça, tu sens que c'est une boîte qui est un peu perdue d'audace et de courage, et qui ose moins qu'avant. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, on pourrait aussi parler un petit peu, je sais Ben, que ça t'agace, mais des aspects négatifs du Founder Mode. Non, là, pour le coup, ça m'agace pas. On a dit qu'on s'appelle charge positive, mais on a le droit de dire des trucs négatifs avec certaines idées si on n'est pas d'accord avec certaines choses. Bien sûr. Et au contraire, moi, le Founder Mode,
je comprends pas que ça devienne à ce point une sorte de mouvement. Pourquoi tout le monde exulte à ce point sur le founder mode? Pourquoi, enfin, à mon avis, ça va pas changer grand chose. Pour moi, les gens sont founders au début quand ils montent leur entreprise, c'est trop cool. Forcément, là, t'as un CEO qui est un peu pirate, il va un peu partout, il essaie de mener la barque comme il peut, il fait tous les postes, etc. Mais après, à mesure qu'une boîte grandit, c'est normal qu'elle elle se structure, elle se hiérarchise et qu'elle se managerise bien comme ça. Et donc peut-être le founder mode sur certains petits coups, comme on le voit là, ça peut être pratique, mais tout le temps, moi, je ne vois pas du tout ça viable. Donc Martin, je t'en prie, justement, casse-lui du sucre sur le dos à ce founder mode. Non, mais Négativise-le. je veux pas lui casser du sucre sur le dos. Ce que je veux highlight, c'est qu'en fait, pour être founder mode, faut nécessairement avoir une approche qui est toxique. Qui est toxique pour les investisseurs, qui peut être toxique pour les investisseurs, qui peut être toxique pour la valeur de la société, qui est toxique pour les gens qui sont dedans. Parce qu'en fait, déjà, le principe du founder mode, c'est de faire du micromanagement à balle. Donc c'était d'être derrière les gens, de jamais être content de leur travail et de leur dire tu vas faire out of the box. Et c'est chose que les gens aiment pas. Quand on n'est pas un fondateur, quand on n'est pas fait pour ça, quand en permanence tous les jours on te change ta manière de travailler, on te dit tu dois faire différemment, tu dois faire mieux, tu dois faire plus rapidement, tu perds tes repères et c'est ce que la plupart des gens aiment avoir. C'est se lever le matin, avoir des repères, créer des réflexes dans son travail qu'on va appliquer sans avoir à faire un effort mental tout le temps. Donc déjà, quand tu es en founder mode, et je le vois, je vais pas citer de cas particuliers, mais je pourrais même me citer moi dedans en fait, tu épuises tes gens. Donc déjà, tu peux pas faire du founder mode à l'infini. Ensuite, le fait d'être comme ça, un founder très actif, très charismatique, ça te permet aussi de lever des fonds en quantité astronomique, parfois sur des scams parce que t'es tellement impliqué, t'es tellement crédible, t'es tellement exposé que tu peux séduire des investisseurs avec comment dire des projets qui ne valent pas la valorisation que tu leur attribues et sur laquelle tu lèves des fonds. Je parle par exemple, on peut parler de Theranos, Ouais. qui est un turbo scam ultime. Theranos, c'est une boîte qui proposait de faire des analyses sanguines, avec une goutte de sang. Sauf que c'était totalement un fake. Derrière, il n'y avait pas toute leur research ou leur test était pipé. Et ils ont convaincu jusqu'à la Maison Blanche, tu vois, Ouais, d'investir. les gens de la défense, ouais. Exactement. Et ça, tu peux le faire que quand t'es founder mode. Alors, ça peut être bien, ça peut marcher parce que c'est un peu le fake it until you make it. Sauf que eux, ils avaient aucune chance de make it et ils le savaient depuis un moment et ils se sont enfermés là-dedans au lieu d'être honnêtes et de dire bon, bah, les gars, on met la clé sur la porte, c'est pas possible, tu vois. Et ils ont levé, ça a fait une gigabulle et Mais, c'est un scandale. Mais c'est pas founder mode, c'est voyou mode. non, parce que c'est quoi l'idée? Et des fois, la limite, elle est ténue quand même. elle est ténue, la limite. C'est ça le problème. C'est que Ah, mais si tu sais que si tu sais que t'es pas dans le fake it until you make it, mais juste dans le Ok, fake it until je te you donne un autre fuck exemple. it. Je te donne un autre exemple. Je veux bien parce que là tu me convaincs pas pour l'instant. WeWork. Oui. Allons-y. Newman. Ok. Newman, Allons-y. il a créé WeWork. Il a levé à mort de fonds. Il a ouvert des coworking space partout. Il a valorisé ça comme une boîte tech alors que c'était une boîte de real estate. Il a fait quelques carabistouilles du genre je garde l'IP pour moi en mon nom, mais je la valorise quand même dans la boîte, etc. Donc bon, tu vois, très très limite. Résultat, le truc se casse la gueule, il se barre. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il lance Flow et il lève, je crois, 360 millions auprès d'Andersen Horowitz. Pourquoi? Parce que le fait d'être dans ce caractère, cette manière de faire très bullish, les VC y croient. Et les VC, ils s'en foutent d'avoir 10 échecs quand ils ont une réussite. Puisque sur une réussite, ils vont faire fois 100, fois 1000 leur retour sur investissement. Donc c'est important pour cette industrie que t'es défender mode et comme le dit Tim, la limite entre t'es pas un escroc, mais t'es obligé d'avoir cet état d'esprit et d'être hyper bullish et de te dire j'ai une vision
je vais faire tout pour qu'elle se réalise, et si elle se réalise pas, ben, t'as raté, mais les gens ont pris leur risque en connaissance de cause. Et Theranos, c'est beaucoup plus proche du scam, mais à la base, c'est pas le cas. Theranos, à la base, vouloir effectivement faire des tests sanguins à partir d'une goutte de sang, effectivement, si elle avait réussi, ça aurait changé le monde. Le problème, c'est qu'elle a caché à ses investisseurs qu'en vrai, le hardware qu'ils utilisaient, c'était de l'hardware des concurrents, qu'en fait, leur propre machine, finalement, elle ne marchait pas. Donc, ils ont un peu caché, si tu veux, qu'en vrai, ils n'y arrivaient pas, alors que le recherche et développement ne menait à rien. Ils auraient dû dire, écoutez, on a fait, je sais pas, 3 prototypes, et on n'y est pas arrivé, on est obligé d'utiliser ça en attendant. Mais ils n'ont pas été clairs, en fait, sur vraiment là où ils en étaient. Mais ce que je veux dire, c'est que là où la limite, elle est ténue, c'est qu'effectivement, comme dit Martin, il y a le fake it until you make it. Souvent, tu vends quelque chose que tu n'as pas encore. Ouais, mais tant que tu y crois, ça, c'est fine. Je me dis, tu vois, c'est bon. Mais là, dans le cas de Theranos, là, justement, visiblement, ils y croyaient plus. Ils savaient bien qu'ils enflaient la terre entière et ils ont continué de creuser leur tombe. Mais je pense qu'elle y croyait encore. En tant que fondatrice, jusqu'à la fin, elle est devenue delusional, comment dire, désillusionnée avec elle, mais je sais pas comment dire. Elle s'est fourvoyée. Elle s'est auto-persuadée. Voilà, ouais. Elle a avalé son propre mensonge en se disant non, je suis à 2 jours d'y arriver, quoi. Et tous les jours, elle pensait ça. Et puis en fait, alors que son équipe, justement, son spécialiste en chef et tout, lui disait meuf, on va pas y arriver. Hein. Et elle se dit si, il faut juste persévérer. Et voilà. Est-ce qu'on peut voir le founder mode et ce côté peut-être un petit peu pas voyou, mais on sait jamais. Non, mais arrête de dire ça. Écoute, mec, c'est bon, j'ai capté. Après, tu me dis parce que vous savez pas, mais en off, Ben, il me dit ouais, Martin, il faut pas que tu sois trop vénère et tout. Chaque fois que tu dis Thierry Breton, tu vrilles, tu as les yeux qui deviennent rouges, etc. Voilà. Et là, maintenant, c'est toi qui balance du voyou parce que à la conclusion de cette émission, mais c'est ce que tu m'as démontré par A plus B avec tes 2 exemples, que founder mode égale voyou mode. Mais non, mais frère, j'ai compris. Bon. Donc, ok, maintenant, on va voir un exemple, si vous le voulez bien. D'un petite devinette, un founder mode français très connu. Qu'est-ce que vous mettrez? Xavier Niel. T'as lu mes notes, t'as lu tes notes ou t'as lu nos notes, j'en sais rien. J'ai lu une note, effectivement. Voilà, merci. Donc Xavier Niel, parlez-moi de Xavier Niel. Honnête gens ou voyous gens, voyou mode, founder mode, qu'est-ce qu'on a avec Xavier Niel? Dites-moi tout. Mais founder mode, c'est pas que c'est des voyous, c'est qu'il y a un état d'esprit un peu rebelle, un peu iconoclaste. Le but, c'est de quand on a envie de disrupter le monde, c'est qu'on est en emmerdeur. Et d'ailleurs, Xavier Niel, c'est quoi le titre de son dernier bouquin? Je crois, il me semble. C'est KDC les filles. Non, attends, non, c'est pas ça, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais il a fait un mème avec un truc. Ça dit regarde, quoi attends, je regarde dans 2 secondes. C'est des cas les filles, il a dit. Genre, non, c'est une sacrée envie de foutre le bordel. Voilà. Donc il sort son bouquin autobiographique et il appelle littéralement une envie de foutre le bordel, une sacrée envie de foutre le bordel. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est que voilà, c'est ça un founder mode. C'est-à-dire que lui, il est venu, il s'est dit attends, tous les télécoms, ils se font une marche pas possible, c'est pas normal. Mais alors, si Internet est pas cher en France, c'est merci Xavier Niel, c'est un gars qui a fait économiser des milliards aux Français. Et donc, totalement. C'est ça, un founder mode, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de community manager, en fait, chez Free. Le mec, il a juste à tweeter, il parle lui-même, et c'est bon. Le type, il est trop marrant, il comprend complètement le game, c'est un fou. Et c'est ça, mais on peut penser, je sais pas, à Elon Musk aussi, quoi. Elon Musk... tu vois, quand on parle d'escroc, par exemple, quand Elon Musk, à l'époque, il raconte ce qu'il va faire, tous ses plans paraissent complètement irréalistes et ahurissants. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a dû mettre tout sa propre argent. Tu vois, tout ce qu'il avait gagné avec PayPal, il a tout mis dans ses 3 ventures à l'époque. Il a mis 100 millions dans Tesla, 100 millions dans SpaceX. Ouais. Et donc, pas le choix. Donc, pourtant, à un moment, il y arrive. Et donc, c'est un peu ça, si tu veux, c'est que quand tu as envie de changer le monde, t'as l'air d'un fou, mais si tu réussis, tu deviens un génie, ce qu'on appelle, quoi. Donc, encore une fois, les gars, moi, le fake it until you make it, je suis 100% vendu à ça, ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Je veux juste qu'il n'y ait pas trop d'escroquerie à la fin et que tu t'enfonces pas dans ton escroquerie. Oui, si tu crois à ton dernier souffle, pour moi, ça va, c'est que tu as cru, tu avais une vision regarde, et c'est bien. Regarde, Musk, il a frôlé la faillite. Ouais. Donc, tu vois, imagine, ça aurait craché. Quoi, c'était un escroc dans ce cas-là, tu vois. Ou alors Nvidia. Nvidia, je sais plus si j'en avais parlé dans les anciens épisodes, mais Jensen Huang, le fondateur d'Nvidia, est passé à côté de la mort 1000 fois. Et en particulier, il était sauvé par Sega. Je sais pas si vous savez ça ou pas.
Non. pour la Dreamcast. Sega, à l'époque, enfin, Nvidia était censé faire la carte graphique de la Dreamcast. C'est ça, oui, pardon. Ouais. Nvidia était censé faire la carte graphique de la Dreamcast et ils ont foiré. Ils ont passé plus d'1 an et demi dessus, ils n'ont pas réussi à la développer correctement. Et Jensen, il n'a pas eu le choix que d'appeler le boss de Sega et lui dire écoute, on a foiré, on n'a pas réussi à la développer, je suis désolé. Par contre, on a quand même besoin d'être payé. Et là, Sega, grand seigneur, ils sont arrivés, ils ont dit bon, bah, on comprend, merci pour les recherches. Et bon, on vous paye quand même le prix final comme si ça avait fonctionné. Boum. Et ça a sauvé Nvidia, et sans ça, aujourd'hui, on n'aurait pas cette boîte qui littéralement est en train de changer le monde aujourd'hui avec l'IA. Donc, c'est là où je veux dire que la frontière, elle est ténue, c'est que parfois, ça se joue à rien. Des fois, ça se joue à... tu vois, le mec, il se serait levé mal le même jour, est-ce qu'il aurait dit oui Enfin, c'est fascinant des fois, comme ça se joue à pas grand-chose. Donc, ouais. Non, mais je suis d'accord. La phrase qui m'a le plus marqué dans ce que tu as pu dire, c'est si Musk avait échoué, est-ce que d'un coup ça aurait été un voyou? Et sachant ce qu'il accomplit après, du coup, c'est difficile de voir ça Non, comme mais ça, quoi. enfin, à partir du moment où tu ne mens pas Ouais. à tes investisseurs, ou en tout cas, tu ne dévies pas des conditions de ta term sheet. Une term sheet, c'est un contrat qui lie les investisseurs et la startup. Ok? Donc, si dans ton contrat, ta term sheet, tu peux être opaque et que les investisseurs l'acceptent, t'as qu'à l'être. Si au contraire, tu dois faire des rapports précis sur des indicateurs de performance et tu dois disclose, tu dois révéler un certain nombre de choses et que tu ne le fais pas ou que tu falsifies, c'est ce qu'a fait Theranos, t'es pas un voyou et t'as droit, Oui. et même tu dois arriver à ton board et dire on est en train de foirer, votre argent part en fumée, point. Est-ce que vous voulez nous refinancer pour qu'on pivote ou pas? Tu vois? Et c'est typiquement ce qu'a fait Newman. Il reva voir Andersen, il dit je lance Flow. Flow, c'est WeWork version appartement pour vivre, Ouais, tu vois. ouais. C'est littéralement le mec, il prend il lève Max Thune, d'une certaine manière, on peut considérer qu'il foire, mais en réalité, les investisseurs qui savent faire la différence entre le risque et la récompense, qui savent faire un ratio avec ces deux éléments-là, ce qu'on appelle risk-reward, et ben ils disent, il a foiré, cette fois, il y a de bonnes chances peut-être qu'il réussisse, donc on lui remet 365 millions, bim, dès le début. Tu vois, donc parce qu'au final, ils estiment que ben c'est pas un escroc, et c'est pas un escroc. Il est juste, voilà, il est un peu. Il a fait des trucs un peu Il limites, mais sont à ouais, part, quand même. quoi. Non, mais. Ouais. Mais c'est le genre de profil qu'on se dit, putain, lui, il peut faire des miracles. Il a pas encore fait son méga coup d'éclat, mais on lui fait confiance. En tout cas, il est fort, quoi. Dans certaines choses. C'est ce que les investisseurs doivent se dire, du coup, en voyant ce genre de profil, quoi. Ok. Ouais. J'ai peut-être un dernier exemple, si vous voulez. Il y a l'exemple de Pixar aussi. Pixar, à la base, c'est John Lasseter qui a réalisé Toy Story, notamment, et qui, à l'époque, du coup, faisait des petits courts-métrages. C'est-à-dire que pendant 10 ans, Steve Jobs finance Pixar à perte. Pixar, à la base, fait des ordinateurs et des logiciels 3D. Ils font pas des films. Donc pendant 10 ans, Pixar juste brûle de l'argent et va nulle part. Mais il y avait ce petit mec qui faisait des petits courts-métrages sympas avec leur logiciel, tu vois, pour démontrer un peu les capacités de ce que Pixar pouvait faire comme software. Et ce petit mec, il gagne des Oscars avec ses petits courts-métrages, et du coup, ben, un jour, il sort Toy Story, et puis un jour, il finit patron de Disney. Donc ça s'appelle... Voilà, c'est John Lasseter. Donc John Lasseter, vraiment founder mode, c'est-à-dire que Pixar, à un moment, il y avait deux founders, il y avait vraiment Steve Jobs et John Lasseter. Et le cofondateur, c'est Ed Catmull. Et j'en arrivé là parce qu'il y a un bouquin hyper intéressant sur comment manager un business créatif de la part de Ed Catmull. Et du coup, Ed Catmull raconte en détail toute la pensée de Pixar pour comment scaler et essayer de garder un petit peu cette substance et cette âme un peu spéciale de Pixar. Et je trouve ça hyper intéressant parce que depuis 10 ans, on voit que Pixar l'a complètement perdu. Je trouve que depuis 10 ans, Pixar, c'est plus du Pixar. Ça a changé en termes de look, en termes de sujet, en termes de thème, en termes d'histoire. Je trouve qu'on n'est plus du tout dans le Pixar avec lequel on a grandi dans les années 90.
on est passé à autre chose qui pour moi est franchement moins intéressant. Et d'ailleurs, la plupart des Pixar aujourd'hui sortent et c'est plus des événements comme avant. Et je pense qu'on le voit, il y a une sorte de dilution complète de l'esprit Pixar. Donc ça, c'est vraiment dur. Je pense que le rôle d'un founder aussi, c'est d'être un peu le gardien des valeurs et de la prémisse d'une entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est une sorte d'histoire, une sorte de manifesto, en fait, qui permet d'aligner tous les talents dans la même direction. Tu vois, si on pense à tous les talents comme des vecteurs, comme des sortes de forces qui poussent dans différentes directions, comme des flèches comme ça, je pense que le but d'un founder, c'est d'aligner tout le monde vers la même direction pour que tous les talents poussent vers là. Et c'est ce qui fait que Pixar est Pixar et DreamWorks est DreamWorks, et que chaque boîte a son identité, son style et a sa propre façon de résoudre les problèmes. Et donc voilà, je pense que Pixar, on peut le voir, c'est une boîte qui aujourd'hui n'a plus de tête réellement, et du coup se dilue complètement. Mais Disney, c'est pareil. Walt Disney, le jour où Walt Disney meurt, Disney devient une boîte sans founder, et ils n'arrivent pas à reprendre le flambeau. Et donc on arrive dans une ère complètement creuse de Disney, toutes les années 60, 70, 80, où Disney est à deux doigts de la faillite, c'est une catastrophe, ils n'arrivent pas du tout à reprendre le flambeau. Et il a fallu arriver à la Renaissance, avec La Belle et la Bête, et puis Aladdin, Le Roi Lion, etc., etc. Donc tout ça sous la direction d'un nouveau founder, entre guillemets, qui s'appelle Jeffrey Katzenberg. Et ce mec-là, il arrive à Disney, il lance toute cette renaissance, il dit il faut retourner aux fondamentaux, il faut raconter des contes de façon moderne. Et d'ailleurs, il se barre 7 ans après pour aller faire DreamWorks avec Spielberg. Donc à un moment, il s'est dit je vais être founder de ma propre boîte, et il allait faire DreamWorks de son côté. Ouais. Tim, une micro-question là-dessus. Le bouquin dont tu parles, là, qui est sur comment gérer un business créatif, est-ce que tu penses... Enfin, tu l'as lu, toi, ce bouquin? Ah, de A à Z, ouais, je l'adore. Ok. Et est-ce que tu penses que pour un YouTuber, c'est intéressant à lire? En fait, je me pose la question, ça pourrait m'inspirer dans ma propre activité. Alors, le bouquin s'appelle Creativity Inc., tu vois, Incorporated, comme une entreprise, quoi. Ouais. Et je pense que oui, si tu veux scaler ton business, mais en même temps garder une certaine ligne, je pense que ça peut s'appliquer, mais je pense moins que, par exemple, pour moi, tu vois, dans mon cas, où c'est vraiment réaliser un projet créatif sur des années, et coordonner des équipes et les aligner sous une certaine direction. Il y a aussi toute la question de résoudre les conflits créatifs, etc., qui est vraiment, vraiment hyper intéressante. Mais ouais, je pense que ça, en vrai, je pense que ça s'applique largement plus... Enfin, oui, t'as raison, le scope est largement plus large que pour des business purement créatifs. Je pense que même pour toi, Martin, ça pourrait être hyper intéressant. Ouais. Martin, est-ce que tu vas ajouter un truc avant que je nous ramène vers un tout petit bout de notre plan? Merci, Tim, de nous inonder de ton savoir infini. Le petit verre d'eau, on l'avait pas vu pendant ce podcast. Si, mais je voulais rajouter un truc. Dans toute cette histoire de founder mode, il y a aussi une sorte il y a un dilemme essentiel auquel font face les founders, les boîtes successful. C'est le choix pour le founder entre être riche ou rester roi. En gros, c'est sortir de la boîte avec des packages de zinzin, laisser la boîte aller vers un management plus classique, ou rester le casse-couille toxique de service qui continue à constamment transformer sa boîte et la faire évoluer. Et je dirais que, Paul Graham d'ailleurs le soulève ce point, hein. Il soulève le fait que parfois, des fois de sa propre volonté, effectivement on a besoin de prendre du recul vis-à-vis de son propre business, mais parfois ça se fait aussi sous le coup d'une sorte de manipulation de son board, ou voire même des gens qu'on a mis en place qui nous poussent tranquillement vers la sortie parce que justement on est trop iconoclaste ou on est trop électron libre. Et parfois les gens préfèrent une boîte bien rodée qui suit bien les process plutôt qu'une boîte qui est tout le temps en train de se réinventer, par exemple. C'est un truc dont il parle bien d'ailleurs dans Creativity Incorporated, le bouquin d'Ed Catmull de Pixar. Il parle du fait que un des dangers qu'on a une fois qu'on a atteint un succès dans une boîte, c'est que tout le monde se transforme en gardien de ce qui a fait le succès. Donc il expliquait qu'après Toy Story, toute l'équipe disait il faut absolument garder la formule et refaire exactement ça. Il faut faire tout ce qui a marché pour faire le premier film à nouveau. Et eux, ils étaient en désaccord. Ils pensaient qu'au contraire, il fallait constamment se réinventer pour chaque film et réinventer ses process, les façons de penser, réinventer les talents, ceux qui réalisent. Il faut de la rotation, il faut que ça tourne.
Pour lui, l'ADN de la boîte, c'était justement de se réinventer en permanence et pas de se fossiliser sur une façon de faire. Et c'est assez intéressant parce que voilà, ça montre qu'il y a plein de façons d'organiser sa boîte. Est-ce qu'effectivement on garde la même valeur pendant 100 ans ou est-ce que la boîte elle-même est un système évolutif voilà. C'est des questions que tout founder doit résoudre, à mon avis, lors de sa croissance. Fort bien. Les gars, là, il y a l'article du coup de Paul Graham qui est sorti sur le Founder Mode. Un petit peu de la même manière que le rapport de Mario Draghi est arrivé dans le game. Le pavé dans la mare. Donc, ça crée une émule sur Twitter, il y a tout le monde qui en parle. Il y a Level.io qui a fait des casquettes Founder Mode. Il en a vendu plein, comme des petits pains. Ça a été son produit le plus vendu du game. Le mec, Level, c'est quand même pas mal parce que c'est le mec hyper tech guy qui passe son temps à nous vendre des putains de casquettes UOACC, Make Europe Great Again, et là maintenant Founder Mode. Les gars, moi ce qui m'étonne, c'est à quel point... Je l'aime bien. Hein. Mais moi aussi. Mais pourquoi tout le monde s'excite comme ça de ouf sur le Founder Mode quand en fait finalement... on est très peu à être concerné par le Founder Mode parce qu'en fait pour moi le Founder Mode c'est un truc qui s'applique finalement aux grandes entreprises, aux grands trucs. Sinon tous les entrepreneurs, tous les indie hackers, ces machins, évidemment qu'on est Founder Mode, mais genre c'est un peu par défaut parce que on n'est pas dans des grands groupes, c'est pas un choix d'être Founder Mode, on le fait parce que c'est comme ça, point barre. Mais pourquoi ça marche aussi bien? Parce que il arrive à rendre concret des notions ou des expériences que beaucoup de gens ont et le rend concret à travers un mot, un terme et un article très synthétique, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que ça marche. C'est parce que tout le monde est d'accord, parce que tout le monde l'a vécu sans pouvoir poser des mots dessus, ni un concept, tu vois. On l'a pas tous vécu du tout, au contraire, on est très peu à le vivre. Mais pas tous, mais si tu veux, il est suivi par énormément d'entrepreneurs, de gens qui sont passionnés de business. Mais pour moi, les entrepreneurs, la grande majeure partie ne seront jamais des Founder Mode. Founder Mode, on parle de Founder Mode quand justement t'as une boîte suffisamment grande et que tu la remanages un peu comme à l'époque des tout débuts. Mais il faut être arrivé à ce stade-là d'une boîte assez grande et tu viens la manager comme un founder dans les early stage. Pour moi, c'est ça un peu le Founder Mode. Et je comprends pas du coup pourquoi tout le monde est en exalte là-dessus. On n'est pas tous des Founder Mode, on est des founders éventuellement, on est des indie hackers, mais on n'est pas des Founder Mode, il me semble. Ou alors j'ai mal compris un truc, mais pour moi, je comprends pas cette émule. T'as pas l'impression que très vite, en fait, tu perds le Founder Mode, c'est-à-dire que très vite tu passes à 20 ou 30, et en fait, ne serait-ce qu'à 30 personnes, tu peux déjà sortir du Founder Mode. Moi, mon Graal, quand j'ai créé Source, c'était, premièrement, sortir de l'opérationnel. J'étais designer, tu vois. Je faisais du design de produits numériques, des putains d'interfaces, des prototypes, etc. C'était sortir de la prod pour pouvoir faire plus d'entrepreneuriat, développer des projets side. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé Source Ventures. Là, j'ai lancé une startup en début d'année dernière. C'était sortir de la prod et c'était en parallèle autonomiser mon entreprise. Le rêve de dire, je crée une machine qui est comme qui est à mon image, mais qui marche sans moi, tu vois. Ouais. Ça, j'étais là, je voulais ça, tu vois. J'étais là, comme ça, et je me disais, ça va être incroyable, le truc va être comme je crée Frankenstein, tu vois. Mais sauf que tu crées vraiment Frankenstein, du coup. Le truc, il marche pas bien. Tu vois, et j'exagère parce que ma team, ils sont incroyables, ils bossent super bien, ils ont tenu la boîte dans plein de moments hyper difficiles et ils continuent de la tenir. Mais, en fait, si tu enlèves ce petit atome qu'est le founder, eh ben ça change pas complètement, mais ça change la composition du truc et comme dirait Olivier, mon associé, la martingale ne prend plus, tu vois. Oui, c'est très grave, il dit ça hyper souvent, même en réunion et tout, ça fait très boomer, mais c'est très vrai. Là, tu vois, je pense que si t'enlèves ce petit ingrédient, eh ben ton plat, il a plus le même goût et les gens l'achètent plus, tu vois. Et c'est un peu... Alors là, j'emploie des métaphores catastrophiques, je suis désolé, mais... Non, ça marche. Bref. Enfin, j'imagine que tu apportes un instinct ou une sorte de liberté de ton ou de liberté créative. Enfin, t'apportes une sorte de façon de couper dans l'art qui doit être spécifique à toi en tant que founder, j'imagine. T'as la légitimité, la position de penser outside of the box. Et ce qui fait que du coup, tu peux faire évoluer les choses, t'adapter, etc. Ce que les gens qui managent l'entreprise au jour le jour peuvent pas ou moins faire
parce qu'ils sont pris dans l'opérationnel, tu vois. Donc Ouais. en fait, c'est toujours le truc, c'est que pour pouvoir être vraiment agile, il faut sortir de l'opérationnel, mais sortir de l'opérationnel, c'est t'éloigner des problèmes. Donc en fait, t'es tout le temps en train de dire, je prends de la hauteur, non, je remets les mains dans le cambouis. Et quand moi, il y a une Dans le- époque, quand je Le revenais Kembouy. Dans le Kembouy. Hein. dans le cambouis, quand je revenais dans les projets clients et tout, mes gars, ils me regardaient arriver dans la salle de réunion, ils disaient non, mais il va nous casser les pieds. Martin, casse-toi, on n'a plus besoin de toi. Tu vois, et donc je me cassais. Sauf que il faut être toujours dans cette dualité entre laisser les gens manager et venir derrière eux et les aider à évoluer, à prendre de la hauteur, etc., etc. Ouais, j'ai un petit exemple aussi. Moi, je suis à plus petite échelle. Moi, au maximum, ma boîte, on a été 12 à un moment. Là, on a shrink un peu et on va remonter bientôt. Mais lorsqu'on était 12, c'est là où j'ai commencé à déléguer beaucoup pour voir un peu ce que l'équipe pouvait donner si je mettais pas le nez dans tout, tu vois. Donc, notamment, moi, là-bas, je me pensais pas pouvoir écrire un scénario ou m'occuper de la tech. Je me pensais pas programmeur senior, tu vois. Donc, j'ai recruté des programmeurs seniors, des gens qui étaient grassement payés, qui étaient dans des studios externes d'ailleurs, des gens avec qui j'ai bossé en freelance pendant 9 mois, pour leur donner, leur confier, par exemple, la tâche de faire l'architecture technique de The Last Night à la base. Et j'avais une certaine vision, moi, et le programmeur senior m'a contredit. Il m'a dit non, on devrait faire ça comme ça. Et moi je dis, je pense pas, je pense que ça c'est la bonne façon de faire, tu verras. Mais je lui dis, tu sais quoi, t'as l'expérience, moi je l'ai pas. J'ai beau avoir lu 1000 trucs, j'ai beau avoir l'instinct que c'est ça qu'il faut faire, si tu me dis que c'est ça, je t'écoute. Et ben c'était une putain d'erreur. J'aurais pas dû l'écouter. On a perdu 9 mois. Pendant 9 mois, je lui ai fait faire son architecture qui était à base de ce qu'on appelle inversion of control. Et en fait, ça s'avérait être une horreur totale derrière pour coder. C'était pas fiable, c'était bourré de bugs, le tooling était infernal et tout. Et finalement, après, ouais, bah, j'ai recruté un gars de 24 ans, bourré de talent, qui s'est aligné avec moi et qui a dit d'accord, faisons ça comme tu le disais. Il m'a rejoint dans la boîte et depuis, on a une architecture qui est state of the art sur Unity, qui est vraiment un des trucs les plus avancés qui existent sur ce moteur aujourd'hui. Et voilà, c'est un bon exemple, par exemple, d'écouter un professionnel, par exemple, de son domaine versus un founder qui a peut-être une vision plus long terme, sur 4, 5, 6 ans, quels seront les bénéfices, une sorte de vision qui coupe dans l'art. Et des fois, il n'y a pas besoin d'être un méga expert dans un domaine pour sentir où il faut aller. Bizarrement, des fois, les experts, ils sont plus forts pour comprendre ce qui a déjà marché, mais pas forcément ce qui va marcher dans 5 ans. Et des fois, un founder est peut-être meilleur là-dessus, sur ce côté intuition, sur ce côté qui est assez intangible, hein, d'ailleurs, qui est assez difficile à expliquer, mais ouais, je pense que l'expertise, des fois, peut être un piège. Ouais. Après, c'est qui tout double. Hein. Là, ça a pas marché, l'expert. Mais ça se trouve, ça aurait aussi pu marcher, tu sais, avec un autre expert qui t'aurait sorti un truc qui allait pas dans ta direction, mais qui aurait marché aussi. Donc en fait, finalement, c'est difficile de. C'est une preuve ultime. Ouais. Mais c'est un exemple, tu vois, de délégation qui finalement, voilà, ne fonctionnait pas parce qu'en tant que founder, j'avais l'imposteur syndrome, etc. Et je me suis dit, ouais, qui je suis pour. Et puis bon, finalement, j'aurais mieux fait. Moi, juste pour revenir à ce truc des casquettes de Level.io qui sont vendues comme des petits pains, parce que c'est un sujet qui m'interpelle. Je pense, en fait, et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu accaparés le truc et qui ont trouvé ça trop cool, mais juste j'ai l'impression parce que ils sont founders tout court. Et que, en fait, voir une casquette qui disait mode founder, c'est genre, bah ça y est, aujourd'hui je me lève et je suis founder, et donc je suis indie hacker, je suis auto. Et c'est comme ça, j'ai l'impression qu'il a vendu. C'est plus sous ce truc-là qu'il a vendu la casquette que sur le vrai sens de founder mode, auquel je trouve que peu de gens encore dans ce monde peuvent aspirer. Il y a peu de founders, il y a peu de gens qui ont été face à ce dilemme, Martin, là, comme toi, là, de savoir si tu fais plus de hiérarchie ou plus, enfin, si tu fais plus de management et que tu t'occupes moins de ce qui se passe en dessous, ou si tu reviens faire le founder mode, comme là, en ce moment, apparemment, on te demande de faire. Je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça sur la planète qui a été confronté à cette situation. Non, mais personne n'a été confronté à jouer une finale de Ligue des Champions et pourtant il y a plein de gens qui achètent des maillots de foot floqués Messi, tu vois. Genre c'est pas parce que en fait là en gros là où je te suis pas, c'est que c'est cool de se dire j'ai un tout petit bout de la vibe de Steve Jobs. Ça me fait rêver. Founder mode, même si j'ai pas envie de l'être parce que c'est difficile, parce que c'est pas forcément une vie facile et que ben pour un mec qui réussit, il y en a
100 000 qui échouent, exactement comme les footballeurs ou quoi. Donc, ça peut faire rêver. Et en fait, moi, je trouve ça cool que les gens se disent, ouais, être un entrepreneur, c'est un peu être une rockstar. Ben, je mets une casquette de rockstar. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. J'entends. Et si c'est dans ce sens-là que les gens portent la casquette, fine. Mais la casquette, j'ai un doute. La casquette, on est d'accord que c'est du merchandising et tout, on s'en fout, mais des gens qui ont une expérience de founder, il y en a bien plus que tu le penses. C'est pas seulement être un founder, mais avoir un restaurant, c'est être un founder. Mais ça, je suis d'accord. Ça, des founders, il y en a plein. Mais des founders qui ont été, encore une fois, confrontés à ce dilemme-là de est-ce que je fais le founder manager ou est-ce que je fais le founder mode? Voilà, c'est ça qui en a tout moins. Le monde, là, tout le monde a une échelle. Ben, pourquoi non? Mais non. Pourquoi non? Parce que je pense que tu restes founder mode, t'es automatiquement dans le founder mode quand tu commences. Il est en boucle. Non, mais quand tu commences, et après t'évolues forcément vers du managérial. Managérial. Martin et moi, quand on s'est connus dans une petite boîte. On était que 10, même pas, quoi, à l'époque. Ouais. Et le founder, il s'est barré 1 an autour du monde, tu vois. Donc, est-ce qu'il était en founder mode H24 ou non, quoi? Donc, je sais pas, même enfin, si tu veux, c'est pas une histoire de taille vraiment founder mode, hein. C'est que très vite, en fait, t'es confronté au fait de se dire, est-ce que cette partie de mon business, je la regarde même pas et je laisse quelqu'un s'en occuper? Dès le moment où tu fais ça, tu vois, si tu ouvres un restaurant et que tu dis la cuisine, je m'en occupe pas, je laisse le chef tout gérer, t'es pas en founder mode, en fait, c'est tout. Dans ce cas, tu dis, moi, je m'occupe que de manager l'entrée ou je sais pas quoi. Mais pour moi, si t'es un vrai restaurateur, t'as les pieds dans tout, tu vois. Enfin, tu jettes un œil à la cuisine, tu jettes un œil au service, tu t'occupes de la déco, du logo, de Deliveroo, de tout, quoi. Les reviews sur Google. Et pour moi, ça, c'est un peu obligé jusqu'à ce que tu sois 10, 15, 20, en fait. C'est à partir de ce moment-là que tu as un peu l'embranchement. Ça vient très très tôt. Je pense que ça vient très très tôt. Bah, j'ai pas été assez founder dans ma vie, alors il faut que je monte plus de business pour mieux comprendre le truc. Dans son ouvrage, dans son essai, Monsieur Garam dit maintenant. Quoi, Monsieur Garam? Déjà que Tim se trompe dans tous les noms qu'il cite. Si toi tu te mets à mal prononcer, mec, ça va être... c'est Graham. Et je vais pas vous faire tous les astérix sur toutes les vidéos avec les bons. Non, ça me casse. T'es founder mode du podcast, tu viens mettre des astérisques sur les trucs, je te le dis. Écoutez, laissez-moi faire ma petite transition, sinon on va pas avancer. Monsieur Graham. Pourquoi j'ai dit Graham tout à l'heure, je sais pas. Bon, mais Monsieur Graham, il dit, voilà, maintenant qu'on a posé un mot là-dessus, un nom là-dessus, ça va être très intéressant de voir ce que les gens vont en faire, de comment ça va évoluer. Est-ce que maintenant il va y avoir des écoles de founder mode? Est-ce que ça va être un truc qu'on va un peu plus, sur lequel on va un peu plus se reposer, qu'on va un peu plus admettre que ça existe vraiment? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous pensez que ça va évoluer comment? Et on finira là-dessus. C'est une sorte de conclusion ouverte sur le futur. Bah, pour moi, je pense que effectivement, les premiers, je pense, à s'être réveillés là-dessus, je pense, c'est justement les investisseurs. C'est quand ils ont vu Steve Jobs revenir et qu'effectivement, son retour a littéralement changé Apple. Clairement, Apple ne fonctionnait pas sans Steve Jobs. Je pense que c'était le moment où les founders, et même les boards en général, ont arrêté de jeter les founders. Tu vois, à l'époque, être un founder, souvent, tu te faisais manger. C'était assez difficile de garder le contrôle de son entreprise. Mais aujourd'hui, c'est quand même de moins en moins le cas, j'ai l'impression. Et t'as beaucoup de gros VC, notamment américains, qui disent, on l'observe, plus on est hands-on, plus on donne des conseils non sollicités, et plus les performances de nos boîtes dans notre portfolio chient. Et donc, Attends, c'est quoi le terme hands-on? Tu l'as déjà employé plutôt dans le podcast. Hands-on, ça veut dire que tu es partie prenante. Hands-on versus hands-off. J'avais compris end zone, la fin de la zone, tu vois. Hands-on, c'est-à-dire que tu mets les mains dessus. Donc tu dis au founder, au board, je vais être décisionnaire avec toi. Et ça, en fait, ça donne pas statistiquement des bonnes performances. Il vaut mieux laisser les founders faire ce qu'ils ont à faire. Et d'ailleurs, nous dans Source Ventures, un truc qu'on regarde. Alors qu'on a une communauté d'investisseurs qui a la capacité d'être hands-on, parce qu'on a beaucoup d'experts dans nos investisseurs. Mais nous, d'abord, ce qu'on regarde chez un founder, c'est sa capacité à ne pas avoir besoin de nous. Je préfère qu'un founder il vienne me voir et me dise, je vous prends vous à mon capital parce que vous allez me comprendre, parce qu'on a le même background, parce que vous avez la capacité de comprendre ce que je fais, mais j'ai pas besoin de vous parce que justement, c'est mon putain de rôle de gérer la boîte, la faire pivoter quand il faut, d'anticiper les changements, de regarder le marché, etc.
moi je vais vers lui parce que derrière moi j'ai 20, 25, 30, 100 lignes à suivre, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils font les gros fonds? Bah ils ont une cascade d'analystes et du coup ils te collent un mec à ton board qui va te péter les couilles, etc., qui est pas visionnaire, et c'est la catastrophe. Et je me suis perdu dans mon explication, je sais pas d'où je viens et où je voulais aller. Le roi de la digression. Reprendre, si tu veux. Il y a un bon exemple de ce que tu dis, c'est Sam Altman, justement, qui à un moment était en charge de Y Combinator, donc avec Paul Graham. Donc Sam Altman, aujourd'hui qui est le président de OpenAI, à l'époque s'occupait de Y Combinator. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a tweeté un jour, il a dit, mon Dieu, tous les conseils que j'ai donnés aux startups, j'ai dit que de la merde. Il a dit ça l'autre fois, il a dit, je le tourne comme ça, mais en gros, il regrettait un petit peu tout ce qu'il avait dit. Il s'est rendu compte, je pense qu'avec le recul, il a donné plein de conseils qui finalement n'étaient pas forcément les bons. Donc je pense que c'est un exercice hyper dur de conseiller des startups et des entreprises, mais toi Martin, tu sais mieux que moi, vu tout. Bah, nous, on a une règle dans le fond, c'est aucun conseil non sollicité. Et c'est une règle que j'ai posée avec Victor, mon associé. On l'a posée day one. On a dit, on ne fera aucun conseil sollicité. Jamais. Non, pardon, aucun conseil non sollicité. Ouais. Donc, si on nous pose une question à laquelle on pense qu'on peut répondre, on y répond. Mais on va jamais dire, Pep, j'ai regardé là ton rapport trimestriel, si t'as fait ça, je pense que c'est de la merde, tu devrais faire ça comme ci, comme ça. Tu peux pas, en fait, ça n'a aucun sens. Le mec, son business, il y pense H24, il bosse les week-ends, et puis, et même avant qu'il lève des fonds, il l'a pensé en amont il y a bien longtemps. Tu peux pas top up là-dessus, tu peux pas être plus smart que lui. Et surtout pas ce que tu veux. Tu veux investir dans les gens qui sont plus smart que toi. Martin, est-ce qu'on peut t'aider à retrouver vite fait le truc? J'aimerais bien qu'on ferme la digression du truc sûr. que t'avais on disait que où est-ce que ça va, c'est quoi le futur de Founder Mode et compagnie, et toi tu nous dis ouais, la tendance chez les VC actuellement c'est ça, machin, hands-on, etc. D'être le moins interventionniste possible. Mais quel est le rapport avec le futur de Founder Mode? Alors c'est un premier truc, c'est qu'il y a le côté investisseur, comme on disait. Les investisseurs, c'est les premiers un peu à avoir compris, je pense, que les boîtes n'étaient pas forcément managées de façon traditionnelle comme on l'apprend dans les écoles de business, etc. Les écoles de business, c'est pas forcément des usines à founders, quoi. Les founders, souvent, viennent de backgrounds hyper divers. C'est rarement, je pense, les circuits auxquels on s'attend, tu vois, à la base. Par contre, les écoles, elles te forment effectivement des fameux exécutifs ou des managers professionnels qui viennent après devenir des CEO, des CTO, etc., des CFO, qui sont des gens hyper importants dans les boîtes, mais pas forcément le disrupteur, l'emmerdeur initial qu'est le founder, tu vois. Et donc, je pense que donc les premiers à s'être réveillés, je pense que c'est les investisseurs, suite au retour de Jobs dans les années 90. Mais aujourd'hui, effectivement, il va falloir que les écoles changent là-dessus, tu vois. C'est qu'effectivement, en école de business, est-ce qu'on se met pas à laisser un cadre, ou en tout cas une place pour les gens qui ont ce genre de profil? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas tout un écosystème à mettre en place avec des coachs, par exemple, pour entourer les founders? C'est vraiment intéressant de voir comment les autres founders managent leurs problèmes. Mais si je peux me permettre, Tim, un founder, il n'a pas besoin de coach, il n'a pas besoin de casse-couille à son board. Tout ce qu'il a besoin, c'est des intros. Les meilleurs VC, c'est ceux qui te font les intros, qui trouvent ton directeur technique, qui trouvent des pistes avec des clients, qui trouvent des nouveaux marchés, etc. Le reste, coach, expert, non. Enfin, Tim, d'ailleurs, tu le sais, puisque moi, je fais partie de ton board, je te connais souvent, je crois que tu n'as jamais écouté le moindre de mes conseils. Donc, du coup, c'est... Et au fond, tu as raison. C'est le founder qui décide, encore plus quand il est en founder mode, et c'est ce que moi, je veux en tant qu'investisseur, personnellement. Donc, si je récapitule, peut-être que du coup, maintenant que ce mot existe, ce concept de founder mode existe, peut-être que ça va nous permettre de mieux les comprendre, mieux le définir, peut-être mieux les encadrer, mieux les accompagner, et peut-être que du coup, ça va être mieux dans le futur. Le fait d'avoir posé un mot là-dessus, déjà, ça va permettre de traiter le sujet et peut-être de leur donner plus d'importance à leurs paroles au moment où ils sont nécessaires, dans les cycles, etc. ou quoi? Il n'y a pas besoin de traiter le sujet, c'est juste il a mis une lens, il a zoomé sur un truc qui existait déjà
et il lui a donné une forme, tu vois, et un Oui, nouveau mais dans son concept. article, il dit bien, maintenant, j'ai très hâte de voir dans le futur ce qu'on va en faire de ça. Est-ce qu'on va créer que des... Est-ce que les VC, maintenant, vont arrêter d'imposer des structures hiérarchiques et managérisées, ou alors est-ce que maintenant, on va accepter l'idée même du founder mode qui gère son truc en entier, Bah, de A à Z, etc. On va où, là? Moi, mon opinion, c'est que Founder Mode, c'est pas nouveau. Ça existe depuis les années 2000, tu vois. C'est juste que il lui a donné une forme. Et maintenant, il te fait croire que c'est réellement une tendance nouvelle, etc. Moi, je pense pas. Donc, Paul Graham est un tu- charlatan. Non, Je c'est pas vois, un je vois la conclusion. Mais putain, ouais, c'est supportable. Non, mais Je- c'est tout simplement que, effectivement, c'est quelque chose qu'il a depuis longtemps, mais c'est juste que des fois, il faut poser les termes sur quelque chose pour créer une sorte de courant culturel, une sorte de moment. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est par exemple, je sais pas, ce côté un peu iconoclaste qui est censé avoir un founder. Je pense qu'aux États-Unis, c'est relativement OK. Je pense qu'en Europe, c'est un peu plus dur, par exemple. Quand on vient et qu'on sort pas d'une école de business et qu'on veut monter un truc et tout, c'est en train de changer, évidemment, ça a vachement changé. Mais je pense que il y a 10 ans, l'esprit entrepreneurial, si on n'était pas quelqu'un de très sérieux, ou même d'ailleurs si on était quelqu'un de moins de 30 ans, être un founder de moins de 30 ans, dans les années 90-2000, bonne chance, je pense. C'est en France, par exemple. Je pense que c'est en train de changer, voilà, c'est tout. C'est founder mode, c'est-à-dire en gros, faisons confiance un peu à un founder parce qu'il faut pas oublier qu'une entreprise, c'est pas vraiment une démocratie. C'est que- c'est comme un réalisateur de film. Il y a des gens qui ont une vision et qui ont une intuition qui est le produit d'un tas d'influences qui ont été digérées, de lectures, je sais pas. Et des fois, quand cette intuition elle est bien calibrée, et ben ça produit des pépites quoi. Mais c'est pas un truc à sous-estimer quoi. Si tu veux, une boîte qui fonctionne purement au consensus, c'est un autre type de boîte, c'est tout. Et très bien. Mais ça, c'est les boîtes un peu plus à l'ancienne, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus prêt à se dire, ok, des fois, les boîtes, effectivement, reposent énormément. Et comme en plus, on est dans un monde qui est en train d'évoluer à une vitesse pas possible, où le taux d'accélération de changement est en train d'évoluer de plus en plus vite, comme le disait Martin dans l'épisode précédent. Donc du coup, on est dans un monde où on peut pas vraiment avoir des process et rester dessus 20 ans. Bah, si tu fais ça, les voitures elles deviennent électriques, et puis toi, tu t'as pas pris ça au sérieux, et tu te fais doubler. Ou alors, les banques, tu vois les banques nouvelles arriver, nouvelle génération, et toi, t'as toujours pas d'app mobile. Et t'es la dernière et tu traînes derrière. En fait, c'est un peu le problème, c'est que si toute ton entreprise elle est en mode on défend ce qu'on a et on défend tous les process qui sont en place, parce que t'as pas un fondeur qui dit hey, ça c'est important, il y a ça qui va arriver dans 5 ans, faut s'y mettre, et bah tu loupes le coche, en fait. Donc, voilà, c'est juste, ça peut aider Founder Mode de se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être des fois, il faut respecter que ce rôle-là du founder, qui n'est pas forcément le CEO, n'est pas forcément la personne en charge, euh, n'a pas forcément cette mission spécifique, mais qui plutôt est la personne qui met un cap et qui défend la vision et qui défend les valeurs de la boîte et qui est capable de trancher dans l'art quand il y a besoin. Mais pour finir, pour revenir à Apple, pour conclure peut-être en parlant de cet exemple qu'on a utilisé tout au long de la vidéo, Ouais. et aussi pour parler de l'interview trop cool du mec qui a fait l'autobiographie de à la fois Steve Jobs et de Elon Musk. Là, il y a une interview Walter assez Isaacson. cool. Ouais, voilà, il y a une interview assez cool de lui. Il parle trop bien, il s'exprime trop bien. Quel Oui, bonheur à excellent. écouter, c'est splendide. Et en gros, il dit que du coup, les gars comme Musk, les founder mode à la Musk, etc., ils avancent, ils burn out tout le monde, ils font founder mode, ils sont en micromanagement, etc. Voilà, ça avance comme ça. Mais de l'autre côté, justement, Jobs, lui, sa force, ça a été de pas nécessairement être que founder mode, ça a été aussi de créer et de rassembler une équipe entière autour de lui qui partageait un peu les mêmes valeurs, qui avait les mêmes ambitions, qui voulait avancer dans le même direction que lui en fait. Et en soi, ça pour moi, ça va un peu à l'opposé de ce founder mode qui est derrière tout le monde et qui est le seul à avoir la direction, tu vois. Là, enfin Steve Jobs, il a fait son équipe et qui après savait où aller aussi, tu vois, avec ou sans lui. Ça Voilà. veut pas dire que t'es le seul à avoir la vision, pas du tout, mais c'est que Jobs, par exemple, quand les protos d'iPhone sont venus, lui ont été présentés au début, il y avait des claviers physiques. Voilà. C'est lui qui a dit non, non, on jette tout ça, par exemple. Donc ces équipes, même si elles sont alignées sur une certaine vision, c'est quand même lui qui pouvait rentrer dans les détails et dire non, l'app, je la veux comme ça, et là, je veux tel matériau, et je veux que les boutons, ils soient ça, et je veux que ça fasse la taille du doigt, donc aucun bouton doit être plus petit que le doigt. Et le clavier aussi, je veux qu'il fonctionne comme ça. En fait, c'est lui qui... Sans lui, l'iPhone serait pas comme ça. T'as beau avoir tous les tronches à la base qu'il a recruté,
ça fonctionne pas. On le voit, par exemple, tu sais, un ancien d'Apple qui aujourd'hui a lancé le Humane Pin, le pin d'IA là, qu'on met sur la poche. Ouais. C'est un ancien d'Apple. Bon, bah, en fait, il suffit de voir ce que les anciens ils font une fois qu'ils partent. Est-ce que vraiment... Est-ce que ces gens, ils ont les mêmes capacités que quand ils étaient sous le joug de Jobs, tu vois? Et je pense qu'on le voit dans l'industrie du jeu vidéo, je le vois très bien, c'est que les VC financent énormément les vétérans d'anciens gros studios, en se disant, oh, s'il vient d'un gros studio comme Blizzard ou Riot Games ou je sais pas quoi, c'est que forcément, ils vont être mortels en tant que founder. Et en fait, ces gens-là, souvent, ne marchent pas en tant que founder. Ils montent des boîtes qui font des projets franchement boring et bidons, et des jeux dont tout le monde se fout. Et pourtant, ils arrivent à lever 20 millions de dollars. Parce que ils ont le pédigré derrière et tout, mais c'est un peu, je pense, l'erreur qu'ont fait les VC souvent, c'est qu'ils se sont dit, si je finance un manager d'une boîte qui était en founder mode, ça va marcher. Mais en fait, non, quoi. Ce que tu veux financer, c'est des repeat entrepreneurs, même ceux qui ont foiré. Mais tu veux pas financer des managers. Ah, exactement. Martin, je trouve que c'est une belle conclusion. Là, ce que tu viens de dire. On cherche toujours une punchline finale pour conclure le podcast. J'ai failli couper au moment où Tim a dit sous le joug de Job, parce que sous le joug de Jobs, c'était stylé. Mais là, ce que tu as dit, c'était encore plus stylé et ça avait encore plus la forme d'une conclusion. Donc, tu peux le redire ? Ce que tu veux financer, c'est des repeat entrepreneurs, c'est pas des managers. Let's go, mec. J'adore. Ça sera pas le titre de podcast parce que sinon ça va être infernal. Mais c'est une très très bonne phrase. C'était Founder Mode de Charge Positive. Le prochain épisode, les gars, ce sera sur quoi ? Je sais pas, mec, on en a plein, je sais pas. On n'a pas encore décidé, mais on a pas mal de sujets intéressants. Et puis on a commencé à lister pas mal d'invités. Prochain épisode, il y aura un invité, ok ? On peut se mettre d'accord là-dessus. À voir. Ok, ça marche. Ça marche. Bon, c'était Charge Positive. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à suivre le podcast sur Spotify. On prend tout l'amour qu'on peut avoir de vous et tous vos retours, toutes vos critiques, tous vos petits messages qui nous permettent d'ajuster, de recalibrer l'émission, d'aller dans la bonne direction. Voilà, on est encore au balbutiement de tout ça, mais on est parti pour une belle année déjà. Et donc si on peut le faire dans les meilleures conditions, avec les meilleurs retours possibles, on les prend. Voilà, merci à vous.